Bonjour à vous toutes et à vous tous. Nous sommes ensemble pour parler d'un succès à l'étranger de deux artistes emblématiques. Et je vais présenter les personnes qui sont avec moi sur scène enfin, à côté de moi. Et je vais présenter Corrida. Je suis donc Olivier Darbois, directeur général. On dit CIO quand on parle en anglo-saxon, d'une entreprise qui s'appelle Corrida, qui a été créée il y a presque 40 ans, qui a pour vocation de faire des spectacles, les concevoir, mais aussi les recevoir. C'est-à-dire que nous avons historiquement une histoire avec les artistes anglo-saxons, que nous diffusons sur le territoire français. Mais nous avons aussi une autre activité qui est celle de producteurs de spectacles, avec principalement des artistes français, où nous coproduisons leurs spectacles et nous essayons de traduire le succès français en succès international. Et les deux exemples dont on va vous parler, Justice et R, sont déjà par leur actualité récente, puisque les deux ont tourné sur les 2 dernières années, et sont un petit peu emblématiques. Alors donc Corrida, pour vous présenter un petit peu plus largement, c'est une société, c'est un groupe aujourd'hui, puisque nous avons plusieurs producteurs de spectacles au sein de la société. Et donc historiquement, les artistes que nous défendons en diffusion, c'est-à-dire des artistes étrangers en France, ça va de Radiohead jusqu'à Rammstein, Ben Harper, Texas, enfin un certain nombre, je ne vais pas tous les nommer, ça fait 40 ans, donc vous imaginez, on parle d'une centaine d'artistes. On va plus se focaliser sur les artistes français, et en la matière, on a un catalogue qui est assez large, qui part des Rita Mitsuko, enfin aujourd'hui Catherine Ringer, jusqu'à Juliette Armanet, et principalement aussi des artistes, on dit électro, puisqu'on a fait les derniers concerts de Daft en 2007, voilà, je me souviens plus. Voilà, mais voilà, ça c'est le passé. Aujourd'hui, on est là pour parler d'un succès, celui de Justice et celui d'Air. Alors, je suis accompagné par Christelle Martinet, qui est productrice déléguée et promoteur. Le terme anglais, c'est également promoteur, qui a géré toute la tournée Justice, elle va nous dire un petit peu en quoi ça consiste, mais surtout les dates, combien on a fait de dates et les territoires visités. Et Sofiane Bijaoui, qui lui s'est occupé, qui a le même rôle et qui s'est occupé de la tournée Air mondiale sur ces 2 dernières années. Et enfin, Emmanuel Mouton, qui est un petit peu celui qui dirige les productions, c'est-à-dire qui est le concepteur, avec bien entendu d'autres je dirais, intervenants, mais qui met en histoire le brief de l'artiste avec les moyens techniques, logistiques que cela demande. Et c'est un rouage extrêmement important parce que, bien entendu, la grande problématique de faire tourner des artistes à l'étranger, c'est le coût qui explose ces dernières années, que ce soit des coûts logistiques ou des coûts de prestataires. La mobilité internationale coûte extrêmement cher. Donc il vous en parlera un petit peu. Voilà, je vais leur laisser la parole. Peut-être commencer par Justice ou R. Ne vous battez pas. Bonjour à tous. Donc, nous, on travaille au sein de Corrida avec Justice depuis 2007.
Dès le début, en fait, le groupe a été très très fort à l'international parce qu'ils ont eu la chance d'avoir un premier single s'appelait We Are Your Friends qui a explosé partout dans la planète. Donc dès le début, on a orienté la carrière du groupe vers justement l'international. On n'est pas resté à l'intérieur de la France. Les productions, enfin le setup technique, la production des spectacles a suivi un peu l'évolution du groupe. En 2007, c'était assez simple. Et puis le succès aidant, les tournées aidant, etc., etc., on a monté des productions de plus en plus complexes pour arriver jusqu'à la dernière. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu, qui était relativement énorme. Voilà. Donc il y en a qui confirment. Consistante, exactement. La chance de justice, et nous, chez Corrida bon bref, on a misé là-dessus dès le début, c'est que le groupe a toujours voulu se singulariser au niveau du live. On a aussi la chance d'avoir un groupe qui préfère mettre son argent dans l'artistique plutôt que gagner vraiment beaucoup de sous sur les tournées. C'est pas leur objectif numéro un. Donc ça nous a permis en fait de nous lancer dans des productions assez dantesques. Je fais référence surtout à la dernière. Je vous cache pas qu'on a beaucoup sué des gouttes, on a beaucoup tremblé, mais on les a toujours suivis et ça nous a plutôt réussi. Ça leur a permis de rester un peu toujours sur le devant de la scène, de jamais passer derrière. Ils ont toujours eu un petit poil d'avance en termes de technologie, concept, idée, grâce à Emmanuel, on a toujours réussi à mettre ça en place. On a toujours eu un petit poil d'avance sur les concurrents. Ce qui fait que Justice a toujours eu ce rôle un peu leader en termes de scénographie. Voilà. Sinon, je peux vous donner quelques chiffres. Je les ai notés pour ne pas dire de bêtises. Donc, sur cette dernière tournée, il y avait en moyenne 25 personnes sur la route, ce qui, au vu du rendu du spectacle, n'est pas si énorme. On a fait 18 mois de tournée. On a fait 6 allers-retours aux États-Unis, 2 en Amérique du Sud, 2 allers-retours en Asie, plus l'Europe, Nord, Sud, Est, Ouest. On a joué vraiment un peu partout. Mexique, États-Unis, Australie, Canada, Espagne, Portugal, Royaume-Uni, Colombie, Argentine, Chili, Pologne, Tchéquie, Roumanie, Danemark. Enfin bon, bref. On a fait les plus gros festivals aux États-Unis, Coachella, Portola, Life is Beautiful. On a fait aussi le plus gros festival au Mexique avec Estero Picnic. Puis les gros festivals européens, Glastonbury, Primavera, le Ziget, Ostrava. Aussi des festivals en Roumanie, Electric Castle. C'était très chouette d'ailleurs. On a joué dans des lieux emblématiques aux États-Unis, Hollywood Bowl, Red Rocks, Bill Graham à San Francisco, Alexandra Palace à Londres. En tout, on a fait 108 dates en 18 mois, ce qui est quand même petite prouesse. Manu nous expliquera comment est-ce qu'on a réussi à faire 108 dates avec je ne sais plus combien, 20 tonnes de matériel. C'était un peu compliqué. On a fait un CA entre 25 et 30 millions d'euros quand même sur ces 18 mois de tournée. Et voilà, je laisse peut-être Manu ou Sofiane présenter la tournée de R. Bonjour, alors moi je fais exactement le même boulot que Christelle, mais pour d'autres groupes. On fait la même chose. Moi je m'occupe donc de R, entre autres, d'autres groupes aussi, mais là on parle de R. R, alors c'est un des premiers groupes de la French Touch avec les Daft. Donc eux, ils ont un peu le même profil que Justice dans le sens où leur premier album a tout de suite cartonné. Donc c'est des groupes qui n'ont pas connu, on va dire, l'échec avant d'arriver. Donc ils ont dû tout de suite démarrer. Et sachant que R, à l'instar de Justice, c'est des groupes qui ont tout de suite cartonné à l'étranger. Je dirais même que ce n'est pas des groupes qui ont à la base cartonné en France spécialement, mais plutôt à l'étranger. Et c'est toujours le cas. Savoir que les ventes de disques de R, voire même de Justice, et y compris le live, c'est plus de 90% à l'étranger. Alors après, il y a eu un effet boomerang, c'est revenu sur la France. Voilà. Pour vous dire sur R, ça représente quoi? Là, ils vont finir avec à peu près 125 dates dans 36 pays.
Ça va pareil, de l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie, l'Océanie avec l'Australie. Les deux groupes vont terminer d'ailleurs dans 10 jours tous les deux leur tournée. Sur le volume, on est à peu près à quoi 15-16 millions à peu près de CA. Et alors, il y a un truc assez marrant si vous voulez, c'est que je pense qu'au niveau, vous pouvez voir, au niveau de la scénographie, on est diamétralement opposé entre Justice et R. Bon, ça vient quand même avant tout de leur musique, parce qu'on est l'idée de la création, ça vient quand même de ce qu'ils font et de leur musique et de des ambiances. Mais vous avez quelque chose sur Justice où, comme vous pouvez le voir, vous voyez la prod est très expressive et très organique avec toutes les lights qui sont à l'extérieur et comme ça quelque chose qui sointe. Et sur R, vous avez à peu près l'opposé qui est un espèce d'ascétisme, si vous voulez, qui va bien avec leur musique aussi. C'est-à-dire que on voit pratiquement rien, vous voyez aucune lumière directe, tout est caché. Ça ne veut pas dire que c'est plus simple, mais ça veut juste dire que pour le public, c'est différent. Donc, je faisais souvent une petite phrase comme ça où je disais que Justice c'était un peu une salle de muscu et nous c'était une salle de yoga. Voilà, c'est à peu près l'opposé qu'on peut se faire. C'est un peu les deux tendances du monde moderne. On ne l'a pas pensé comme tel, mais ça s'est terminé comme ça. Pour revenir sur R, pardon, juste pour vous expliquer comment les créations fonctionnent et après pourquoi certains rencontrent le succès. Ça part déjà aussi, ça c'est pareil, c'est un parallèle. On a deux groupes, si vous voulez, où il n'y a pas un performeur devant qui chante. Donc c'est des groupes qui sont, on va dire, plutôt statiques sur scène. Donc il s'agit de créer une magie, quelque chose, et du dynamisme. Donc il faut être un peu plus créatif là-dessus. C'est un peu l'opposé, je sais pas moi, de Metallica, si vous voulez, vous avez, ou même d'autres groupes où il y a un leader. Donc il s'agit de trouver la solution avec ça. Et puis il y a aussi, sur R spécifiquement, comme il joue de la musique, on l'associe pas mal à l'électro, mais c'est quand même assez instrumental. Donc il s'agit de savoir comment ils vont prendre possession de l'espace. Et l'espace, si vous voulez, de scène, il change à chaque fois, que ça soit en festival ou en salle, c'est jamais le même setup. Donc là, on s'est dit, mais on va peut-être faire plus simple, on va faire comme si, non pas qu'ils jouaient chez eux, mais qu'ils jouent dans un studio à l'intérieur. Et ça veut dire, en fait, si vous voulez, qu'ils sont tout le temps dans le même setup, n'importe où ils jouent. Ils sont dans leur box, en fait. Donc ça a l'avantage pour eux qu'ils n'aient pas ce souci comme ça à prendre la moitié du show, à intégrer le lieu où ils sont. Et puis bon, évidemment, c'est assez graphique, donc ça fonctionne assez bien. Aujourd'hui, on est quand même dans un monde où, comme on dit, on regarde la musique. C'est triste à dire, mais c'est la vérité. Donc du coup, bon, bah voilà, c'est assez graphique. Et aussi à leur image, qui était quelque chose d'assez rétro-futuriste. Tout ça pour en venir à une dernière chose qui est le même problème que rencontrent Christelle et Manu et nous tous, qui est comment rendre cela possible, sachant que ça a l'air simple, mais l'idée c'est de ne pas dégrader cette production. Donc ça joue dans le monde entier, dans des setups différents, des fois dans des festivals où il s'agit de s'installer mais de pouvoir dégager cette prod très rapidement parce qu'il y a un autre groupe, donc il faut la partager. Et aussi... je vais vous le dire, cette box-là, on peut même l'ajuster sur 3 largeurs différentes, histoire de se mettre dans le format qui était le nôtre. Et donc, quand l'idée est venue, après, il a fallu organiser ça pour qu'on puisse faire ça partout, voilà, dans le monde entier, avec les problèmes toujours les mêmes, logistiques, techniques, etc., etc. Je voulais rajouter aussi que les deux tournées ont bénéficié d'une presse absolument dithyrambique, principalement une presse anglo-saxonne, ce qui est assez rare pour le notifier, parce que la prédominance ou la dominance, je sais pas comment, de la musique anglo-saxonne dans le monde n'est pas à démontrer. Et quand il y a des artistes, fut-il français ou d'autres origines bien sûr, quand ils bénéficient de cette presse, c'est quasiment, c'est extrêmement rare. Et là, tous les grands quotidiens, mais pas que, les médias en général ont été dithyrambiques sur les shows, les deux artistes. Et ce qui, bien entendu,
nous donne aussi un petit peu, c'est une conclusion aussi de ce travail qui est fait en amont, d'essayer d'aller convaincre de nouveaux publics. Et lorsque la presse et les médias nous accompagnent, bien entendu, c'est un formidable booster pour les 2 tournées en question. Je te recoupe là-dessus parce qu'il y a quelque chose, c'est qu'en ce moment, on monte des tournées. Souvent, les tournées sont montées avant même, presque jusqu'au bout, pas tout le temps, avant même que la première date démarre. Il est certain que quand on est dans une production, on va dire, vertueuse, qui a un certain impact visuellement, musicalement et autres, c'est aussi vertueux sur la tournée, c'est-à-dire que le projet s'emballe un peu et finalement, le groupe et évidemment l'argent qui va avec vont plus loin qu'initialement prévu. Voilà, ça existe, ça. Pas croire que tout est écrit à l'avance, comme on pourrait le croire et penser, et que la tournée de A à Z est montée dès la première date. Il y a un premier run, et après le deuxième, en vrai, il dépend du succès. Alors souvent parce qu'il y a des disques, mais aussi c'était pas que le cas. C'est aussi du succès de la tournée tout court, qui s'est un peu emballé. C'est le cas pour les 2, quoi. Voilà. Merci. Du coup, moi j'interviens à partir du moment où les premières ébauches artistiques sont arrivées sur le bureau. Les premiers briefs artistiques, moi je vais commencer à travailler dessus, du coup pour Sofiane et pour Christelle. Et du coup, je vais essayer de mener avec vous une espèce d'analyse de ces 2 tournées en parallèle, qui ont plein de points communs et aussi beaucoup de différences, et de comment ça s'est passé. Donc on est tous les 2 sur des tournées assez longues, qui font principalement de l'inter. Donc de 18 à 24 mois. Justice, c'est plutôt une tournée de festival. On va programmer d'abord en festival et voir si on fait des salles autour. Sur R, c'est un petit peu l'inverse. On a plus de shows indoor et ensuite des festivals. Les 4 continents, on a des choix de frais, ça je vais y revenir. Sur Justice, on a une particularité, c'est que les artistes tiennent à ce qu'on joue full production partout. C'est-à-dire qu'on ne s'adapte pas. On doit amener ce show intact partout. Vas-y, ça marche. Non, ça marche pas. Ah si je peux me permettre, sur R, on peut pas, c'est pareil, mais sur R, on peut pas dégrader parce que c'est une box. Donc si on enlève un bout, c'est pourri, quoi. Donc voilà. Mais sur R, il y avait une possibilité d'adapter pour des dates loin, à l'international, solo. On a trouvé des adaptations et tout ça, ce qui n'était pas possible pour Justice. Sur Justice, on a beaucoup créé de custom, de pièces uniques pour eux. On a créé un projecteur que je vous montrerai tout à l'heure. Et voilà, sur R, c'était vraiment la boîte et ce concept-là qu'il fallait voilà. Donc du coup, en fait, sur Justice, comme on programme sur les festivals, on peut pas, nous, avoir la main sur la programmation. On peut pas se dire, tiens, telle période, on va aller là, on va aller là. On répond au festival d'abord. On a démarré à Coachella, on n'a pas le choix, c'est la première, c'est là-bas. Donc on a fait le choix. Comme on a vu que plein d'allers-retours Europe n'étaient pas possibles, ou même en avion, qui est devenu extrêmement coûteux, mais pour le fret, pour faire venir le matériel. Et polluant. On s'est dit dès le début qu'en tout cas pour Justice, il fallait créer absolument 2 kits. Un décor qui reste en fixe aux États-Unis, un autre qui reste en fixe en Europe. On a juste l'équipe à faire voyager et on pouvait répondre à la demande des gros festivals qui composaient, on va dire, le squelette de la programmation. Sur R, en intelligence avec Sofiane, on a pu vraiment construire le planning. On avait un seul kit qu'on a loué sur très longtemps et on a vraiment programmé avec les temps de bateau. C'est-à-dire, il me rappelait pour me dire, je peux en caler encore un dernier en Europe le 23. Mais on a pu faire ça, c'est hyper important en fait. Dès qu'on va sortir des frontières de l'Europe, ce qui va vous bouffer tous, c'est la logistique. C'est là-dessus qu'on perd des centaines de milliers d'euros. Et la fiscalité, pardon, quand même. C'est vrai. Mais peut-être faire dans chaque pays, faut quand même le dire. Peut-être, Manu, tu peux expliquer qu'il y avait 2 choix possibles pour amener la production, effectivement. Il y a le choix du fret aérien, un aller-retour, je crois que tu t'as quantifié sur Justice, où il y a 20 tonnes de matériel. Un aller-retour, c'est 600 000 euros. Selon les périodes, selon les destinations et tout ça, on est sur 1 million d'euros. Donc en fait, sur 6 allers-retours versus un deuxième kit. Mais pour ça, il faut avoir la confiance des artistes, la confiance des producteurs, que le chaînage artiste, production, technique
se fassent confiance, s'entendent hyper bien pour voir loin. Sinon, c'est impossible de projeter comme ça. Parce que du coup, en termes de conséquences, ça demande à Corrida de fabriquer dès le début, avant même la première date, 2 kits. Donc c'est une sortie d'argent énorme. C'est un coup de poker quand même, il faut savoir où est-ce qu'on va, quoi. De l'autre côté, pour vous montrer un peu on a fait l'exercice sur justice, on s'est dit qu'on rentrait tout dans 3 camions. Un camion supplémentaire sur 2 ans à l'inter, comme ça peut générer des frais de 300-500 000 euros le camion. Donc en fait, quand on est à la construction du décor et se dire, tiens, pour être encore plus malin, faut que je rajoute 50 000 euros pour replier plus, pour tout ça, ça nous paraît énorme en soi, mais c'est rien en fait. Donc c'est là où, en général, si on veut réussir nos projets à l'inter, il faut faire des choix drastiques et s'y tenir. Avec justice, on s'est dit, on ne prendrait pas une fois l'avion, on n'a pas pris une fois l'avion, on a fait que du container bateau, ce qui coûte très cher mais qui prend beaucoup de temps. C'est 1 mois pour aller aux États-Unis côté New York. Si c'est côté Los Angeles, c'est encore pire. C'est presque 2 mois pour aller en Australie. Là, nos containers arrivent en Australie. On part faire les dernières dates là. Voilà. Donc on a conçu tout ce décor pour qu'il rentre dans des containers. Si on a une logique avion, ça n'a rien à voir. Il faut que le matériel soit mieux conditionné, dépasse pas 1,60 m. Il y a plein de... Et ça, il faut se le dire dès le début, il ne faut pas déroger de ces règles-là. Sur la tournée d'avant et justice, on a fait que de l'avion, mais ça atteint très vite des budgets assez colossaux. En fait, le grand exercice, c'est de répondre aux volontés des artistes, du brief artistique, mais de faire le grand écart constamment entre l'ergonomie de la production, de façon à ce qu'elle soit diffusée dans le monde entier, enfin le plus de territoires possible. Et c'est une équation économique, bien entendu. C'est-à-dire que dès le départ, on prend un pari. Je crois que sur Justice, c'était beaucoup plus manifeste que sur Air, mais quand bien même, sur Justice, on savait qu'on était sur du financement enfin, extraordinaire, qu'on est... les kits dont tu parlais et le projet artistique lui-même coûtait extrêmement cher. Et on a pris, avec l'artiste, je dois dire, en coproduction, on a pris ce risque. Après, il fallait le financer. Et pour le financer, il fallait effectivement l'exporter le plus possible et dans des conditions viables, c'est-à-dire l'ergonomie de la mobilité, du fret. Enfin, Emmanuel a eu cette responsabilité de rendre les choses ergonomiques le plus possible et les moins coûteuses dans tout ce qui était logistique. Le coût de production était, enfin le coût de la fabrication du kit ou des kits, puisqu'il y en avait 2, c'était une chose, mais après de les envoyer à travers le monde, c'en est une autre. Et si on compare les chiffres, je crois la logistique est plus onéreuse que la production elle-même, que le décor qui a été construit. Pour te rejoindre là-dessus, il faut comprendre que quand on produit des tournées qui tournent aussi beaucoup à l'étranger, mais même qu'en France, mais surtout comme ça, au moment de la création, vous avez ce qui s'appelle la création, ce qui est tout le volume des choses qu'on fabrique pour pouvoir tourner. Mais si on ne pense pas au prix que va coûter, au coût de l'exploitation de chaque date, de ce qu'on va devoir soit louer sur place, soit aussi du nombre de personnel pour monter la production le jour du concert et pour la démonter le soir même, il vous manque un chaînon. Il peut arriver qu'une production coûte pas très cher, mais coûte très cher en exploitation par date. Et l'inverse, une production, on arrive avec tout, et elle ne nécessite pas beaucoup de montage. Donc, il faut, si vous ne pensez pas aux deux en même temps, il peut vous arriver des mauvaises ou des bonnes surprises. Ça arrive aussi. Voilà. Donc c'est pour ça que je réinsiste sur les choix qu'on fait, ce cahier des charges qu'on se fait au début, et on n'y déroge pas. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait ces choix-là, on est d'accord. C'est pour ça que j'insiste sur l'espèce de brochette de confiance qu'il y a entre l'artiste, production, technique, tout ça. Parce qu'à un moment, on se serre la main et puis on y va. On ne pourra plus sortir de ça. Si on en sort, ça va coûter extrêmement cher. On va mettre un kit qui n'est pas prêt pour aller dans un avion. Ça va coûter des centaines et des centaines de milliers d'euros. Et là, c'est la catastrophe. Oui, je voulais, Emmanuel, peut-être que tu pourrais aussi expliquer. On a été novateur. Tu voulais parler. Juste après ça. D'accord. Voilà.
Et voilà, donc le dimensionnement du matériel, le dimensionnement des personnes aussi sur Justice. Comme sur R d'ailleurs, on a fait le choix la particularité de Justice, c'est qu'avec le custom, on a des techniciens dédiés. On a créé des projecteurs qui n'existent nulle part ailleurs et tout ça. Donc nos techniciens, ils sont formés dessus, on ne peut pas en changer. C'est des technologies dédiées et tout ça. Donc il a fallu se dire, OK, on part sur 2 ans de tournée, on ne peut pas embaucher... on a fait des coplateaux avec des groupes à peu près aussi gros que nous, anglo-saxons. Ils étaient le double en équipe. C'est un peu comme des artistes, il faut bien les traiter. Parce que... Voilà, donc on a fait des deals, on les a payés à la semaine, on a fait des deals particuliers pour conserver nos techniciens, bien les considérer, bien les mettre bien, quoi, qu'ils soient bien avec nous. Parce que c'est complètement lié à eux. Si la moitié de l'équipe s'en va, le show s'arrête parce qu'on a créé des technologies vraiment inhérentes à ce show. De l'autre côté, côté R, on a dû faire l'exercice de faire quelque chose sans la boîte. Je vais vous montrer juste une photo qui était passée. Alors, désolé, ça va être un peu laborieux. Ah, voilà, celle-là. Ça, voilà, c'est une adaptation en Grèce. À l'Acropole. À l'Acropole, voilà. Où c'était juste un fret unique aller-retour de boxe. Donc on a dit non, on fait pas ça. On peut pas... Il n'y a pas d'accroche, il n'y a rien et tout ça. Voilà. Donc on a fait une adaptation qui s'est jouée dans mais on retrouve ce principe, les artistes étaient OK, et les retours qu'on a eus étaient bons. Donc on a essayé de mettre des poutres qu'on installait dans l'Acropole, mais c'est un site classé, ils n'ont pas voulu. Ils ont refusé, ils ont dit non. On n'a pas eu le droit. Donc j'en étais là. Le dimensionnement des équipes, on regarde tout de suite les tailles de tourbus, parce qu'on rajoute un technicien, mais en fait ça nous fait prendre un tourbus supplémentaire qui vaut peut-être, encore une fois, sur l'ensemble d'une tournée, 200, 300, 400 000 euros si tu additionnes tout. Donc on fait bien gaffe, les tourbus américains ils font que 12 places. Donc c'est ces modules-là qu'on regarde pour tout dimensionner, qu'on ne soit pas toujours dans le K plus 1, voilà. Le cauchemar, c'est d'avoir 3 bus, parce qu'il y a 2 personnes en trop. Ouais. Et du coup, vous vous retrouvez avec 12 couchettes libres. Voilà. Et un bus en plus à payer. On a investi pas mal d'argent sur Justice, sur la rapidité de montage. On a une exploitation qui doit se faire en festival. On a un montage, on accrochait 12 tonnes au plafond et on montait en moins de 2 heures à peu près, avec une équipe technique relativement réduite par rapport au volume que c'est. Donc on a investi beaucoup dans l'ergonomie. Une fois que le principe artistique a été figé, on a encore réfléchi 2 mois avec des ingénieurs pour trouver les solutions pour monter le plus vite possible. Et encore une fois, ces sommes-là investies, ce serait un peu mon credo, mais investissez dans l'ingénierie parce que c'est ça qui coûte moins cher sur la route. Et en France, on est capable de faire des petits miracles là-dessus. Et il y a encore 10 ans, on ne savait pas encore faire ça, mais aujourd'hui, monter un show comme Justice, c'est possible en 2 heures. Mais simplement, on a investi au début, encore une fois, avec ce chaînage de confiance. Et Corrida, qui est une société qui a une histoire, qui a 40 ans d'histoire, donc des liens aussi et des réseaux outre-Atlantique qu'on a développés pendant des années et des années. Du coup, on a stocké notre matériel gratuitement avec nos partenaires là-bas parce qu'on se connaît depuis des années. On a aussi cette aisance-là qui a rendu le live possible. On a la même page de R. De quoi ? Je disais sur le montage de R, c'était un peu la même chose. Tout à fait. On a réussi en festival à la monter, des fois en une demi-heure, la box. Ouais. C'est un peu Copperfield. Donc, je vais accélérer un peu parce qu'il nous reste... Voilà. On a créé ce projecteur-là, pour info, qui est une base d'un vieux projecteur Vari-Light qu'on a racheté en quantité et on a recréé la tête juste pour Justice. Donc c'est une tête motorisée qui a un côté lumière, un côté vidéo et un côté miroir. Et il y en avait 54 dans le plafond, sur moteur asservi, donc qui bougeait pendant le show. Et voilà, sur des barres de 4. Pour info, toute l'ingénierie a été que ces barres de décoration, donc, qui bougeaient pendant le show, sur lesquelles il y a ces 4 projecteurs, en fait, c'était nos chariots de transport de tout le matériel technique qu'il y avait dans le plafond. Donc on a transformé un objet artistique en chariot de transport pour réduire les volumes par 2 à peu près. Donc on est passé sur les plans de 5 camions à 3 camions dans cette conception-là, en rajoutant, je ne sais pas exactement, quelques dizaines de milliers d'euros, mais rien à voir par rapport à ce que coûte un camion sur la route. Ouais, Emmanuel, peut-être que tu peux expliquer l'unicité de ce projecteur, c'est-à-dire que un projecteur remplace 3 projecteurs. C'est-à-dire qu'en fait, il y a
Voilà. Non, il y a en fait, c'est l'effet Toblerone. Je veux dire, il y a 3 faces qui pivotent. Peut-être que tu peux l'expliquer parce que ça, c'est une innovation française qui a été extrêmement remarquée par tous les techniciens de tournée aux États-Unis qui sont extrêmement créatifs eux-mêmes. Ils étaient bluffés par ce projecteur. Oui, on a eu des chouettes retours là-dessus et on ne savait pas comment ça allait se comporter dans le temps et en fait ça a bien résisté. Enfin, il nous reste 3 shows, mais jusqu'à maintenant on n'a pas eu de problème majeur. Et c'est vrai que on m'a beaucoup fait parler là-dessus et sur le fait que si des Américains devaient faire ce show, ils accrocheraient à peu près 40 à 50 tonnes dans le plafond pour le faire. Nous on a fait 12 tonnes. On a fait des choix d'alléger pour pouvoir passer dans tous les festivals, sinon ça allait être trop lourd. Donc on a aussi passé beaucoup de temps là-dessus. Ça, c'est un petit exemple pour aussi... Parce que en général, quand on a des problèmes de budget, on va réduire la déco, on va réduire les volumes, tout ça. En fait, travailler les budgets, il faut encore une fois faire des choix. C'est hyper important de ne pas se dire « Ah, il n'y a pas d'argent, donc je ne prends pas la déco. » Il y a moyen de faire ça. En fait, j'ai entouré ça en rouge. Tous les écrans LED que vous voyez dans la scène de justice... Il y a la box de R. C'est des écrans LED qui ont plus de 20 ans. Moi, j'ai fait le choix avec l'artistique de se dire, mais en fait, qu'est-ce qui va être diffusé dans ces écrans LED ? Ah oui, c'est même pas du graphisme, vous savez, des aplats de couleurs, tout ça. On n'a pas besoin de définition. Allons chercher du vieux matos pourri à pas cher, où je peux faire des deals longue durée à vraiment que dalle. C'est comme ça qu'on se redonne de l'air au niveau des budgets. C'est en allant aussi, en réinterrogeant artistiquement et pas toujours aller au mieux 10 ans, au mieux... voilà. Merci. Donc on a pu avoir des super deals, de louer ça vraiment pour que dalle pendant 2 ans, et en plus de ne jamais démonter ce matériel. Donc en fait, sur les choix budgétaires, tout ce qui est à haute valeur technique, les consoles et tout ça, on loue au dernier moment sur place. Donc on a fait le choix d'avoir des consoles qui existaient partout, et on les loue au dernier moment sur place très, très peu de temps. Tout ce qui est lumière intégrée et tout ça, on a choisi d'engrader les technologies, de prendre des vieux trucs, de les laisser monter, parce que ça prend vachement de temps. Donc ça veut dire à la fin de chaque série, il faut laisser 4 techniciens dans le pays qui démontent le matériel, qui le rendent, etc. Ça, on les a loués pendant 2 ans. Et comme ça, fin du concert, on chargeait les camions, les techniciens pouvaient rentrer chez eux, rien à faire. Donc on a juste les projecteurs qu'il y a au sol qui sont plus chers, ceux-là on les rendait tout de suite, mais ça c'est vite fait. Mais c'est des choix qu'on a dû faire, sinon honnêtement, dans une production, si on montait la production de manière classique, ce show n'aurait jamais eu lieu, c'était impossible. La manière dont on l'a chiffré de manière classique au début, c'était genre c'est impossible. Donc voilà, là vous avez une représentation un peu plus zoomée. On a les 14 barres de 4 projecteurs, les fameux projecteurs qu'on a créés pour eux, et le fond en miroir. Toutes les lumières intégrées dans le fond, pareil, sont louées sur 2 ans et tout ça. Et après, tous les projecteurs à haute valeur, on les loue sur place au dernier moment, la plus petite période possible. Et on prévoit quand même le câblage pour eux, les conditionnements pour eux, pour que ça rentre dans nos 3 camions et qu'on ne déroge pas de ce qu'on s'est dit là-dessus. Sur R, l'exercice a été complètement différent. Parce qu'au début, on s'est dit on va construire une boîte. Et construire une boîte, elle fait 11 mètres de large, donc c'est forcément des grosses structures et tout ça. Et les premières ébauches prenaient beaucoup de camions, beaucoup de temps de montage, parce que structurellement, c'était très lourd. Et en fait, pareil, on est en France, on n'a pas d'argent, mais on a des idées. On a décomposé ça. En fait, c'est pas une vraie boîte structurellement parlant. On a accroché un plafond blanc que vous voyez là. Alors dis pas. Qui pèse 300 kilos, c'est juste de la tôle pliée blanche qui se décompose en 7 morceaux et qui s'assemble pour créer le plafond là. Et le côté qui est en vidéo et en verre transparent devant, c'est juste 16 modules qu'on voit en photo là, voilà. On a créé juste 16 modules comme ça, qui au milieu c'est en position haute et en bas c'est en position repliée en format camion pour que ça rentre dans les camions. Et du coup, on a décomposé c'est pas du tout une boîte, c'est une fausse boîte. C'est juste un plafond, 16 totems autour et des bêtes praticables avec du tapis de danse blanc. Voilà. Ça, on a rendu ça possible avec juste... je crois qu'au niveau déco, ils sont 2 à monter ça. Et un technicien vidéo et un technicien lumière. Ils sont Manu, 4 à manipuler ça. T'as fini ? Non, parce que
Non, parce que là, on s'est vraiment focalisé sur la technique, ce qui est super bien, mais je crois qu'on a le devoir de répondre à des questions. Si vous en avez, peut-être, bon, je sais pas, est-ce que vous voulez faire une conclusion sur les 2 tournées avant de passer le micro à l'Assemblée? Bon, ben voilà. Merci beaucoup. Bonjour. Vous avez fait le choix de l'ampleur pour Justice et pour R, un choix un peu différent. Qui a le fin mot sur la question des financements? Est-ce qu'il y a une grande part d'abord de nos artistes ou chez Corrida, est-ce que c'est le label aussi, Because, qui est derrière? Comment ça marche? Because n'a rien à voir dans ce genre d'opération. Et R n'est pas chez Because. Et toutes les décisions sont prises en accord avec les artistes parce qu'ils sont coproducteurs des tournées de toute manière. Donc il n'y a pas de final cut, c'est nous et eux. C'est des choix artistiques qui sont faits avec les artistes et c'est des choix financiers qui sont faits également avec les artistes. Et des risques. Et c'est sur Justice, encore une fois, c'est une longue relation, parce que Justice est chez Corrida depuis 2007. Et ils ont toujours donné ce crédit-là en disant on investit sur la scène, nous on verra après. C'est assez rare pour le souligner, mais en tout cas, quand il y avait des choix à faire, ils ont toujours été dans le sens de la production. On a un peu ça d'ailleurs avec les autres groupes qu'on représente à l'étranger, pas que R, que ce soit Christine et Phoenix, les Charlotte Gainsbourg, bon, il y en a d'autres. Ils sont plutôt dans la même ambition que la nôtre, qui souvent se traduit par un risque financier et un engagement assez conséquent, quoi. Alors, je vais même compléter. Corrida est une entreprise de spectacle qui est connue pour privilégier la qualité plutôt que la quantité. La qualité plutôt que la quantité. Voilà. Et tous nos concurrents sont jaloux parce que c'est vrai que les shows que nous montons ont tous une unicité qu'on ne retrouve pas forcément dans des tournées plus mainstream, parce que on est assez sélectif sur nos artistes également. On ne prendra pas n'importe quel artiste. Voilà pour. Non, mais surtout que quand on fait les choix financiers là, il y a rien sur la table. Ce qu'on leur promet en développement, c'est on va peut-être y arriver. Le projecteur, il est en train d'être développé. La box, on va essayer d'y arriver. Donc quand on appuie sur le bouton, c'est des moments très très fragiles comme ça psychologiquement. C'est là encore une fois où la confiance C'est souvent à Noël en plus. Ouais. C'est assez angoissant. Ouais. Et il y a un autre truc, bon, vous les voyez évidemment, ça tombe bien sur Justicière, mais très franchement, les créations sont très originales pour chaque artiste, pour chaque tournée. On n'utilise jamais vraiment la même grammaire. Donc c'est toujours des créations, on va dire, pour rejoindre ce que disait Olivier tout à l'heure, un peu plus radicales. Prototype. Et surtout radical esthétiquement. Et c'est ça en général qui fait que le projet peut s'emballer. C'est qu'on va dire qu'on est dans des productions des fois assez abouties, sur une orientation précise, et on va dire un peu moins centriste. Voilà. Et ce qu'on fait pour un artiste, on ne le recopie pas pour le suivant. On reste dans des modèles de prototype. Et fin, quoi. Merci beaucoup pour votre intervention qui est super complète et super intéressante. Vous avez parlé beaucoup du décor et de la lumière, et au niveau du son, est-ce qu'il y a des sons différents aussi entre les deux groupes? Alors, ouais. Sur Justice, on a fait un travail sur la source qui a duré 6 mois, je pense. Même quand on a fait la résidence de 3 semaines, on a conservé 4 studios son. Et on a vachement bossé la source audio avec les artistes pour qu'elle soit le plus optimum possible, qu'on travaille sur l'ensemble des spectres des fréquences, parce qu'on a de plus en plus des limitations sonores en festival pour le voisinage et tout ça, donc on respecte évidemment ces limitations sonores, mais il faut que le son soit super fat, sinon on n'aura plus rien, encore plus en musique électronique où c'est... Et surtout avec une scéno comme ça, si le son n'est pas fat, il y a un déséquilibre, et il faut toujours que ça soit très équilibré, le son et le visuel, pour qu'il n'y en ait pas un qui prenne le dessus. En fait. Ouais.
Après, on est moins embêté côté États-Unis, il n'y a pas de normes, donc ou très peu là-dessus. Mais oui, il y a eu un gros travail sur cette tournée en amont sur le son, sur la source. Ouais, ça, on peut le faire sur des tournées indoor et tout ça, mais dès qu'on s'attaque à des tournées festivals, donc on a fait le choix tout de suite. Là, on a fait à Beaubourg l'Iris Immersion en son immersif. Là, on a pu le faire. Mais sur l'exploitation qu'on fait des shows aujourd'hui en festival ne le permettent pas. Donc, faut savoir qu'encoder un show en immersif, ça prend beaucoup de temps, donc de l'argent. Donc, on a fait ces choix-là dans le cahier des charges du début. On aurait bien aimé, mais on s'est fait dire non, ça, c'est pas une bonne option. Sur R, il y a quelque chose qui vient avec la scéno. Et le son, si vous voulez, c'est qu'eux, ils ont toujours avant joué avec tout leur matos. Ils adorent tous les claviers analogiques et tout. Ce qui fait que normalement, c'est un énorme merdier sur scène. C'est comme dans un studio avec tous les claviers disponibles. Ils ont à peu près toutes les collections depuis les années 50 de tous les modèles qui fonctionnent tous. Et pareil pour Nicolas sur les basses et tout. Et avec cette scénographie, là, l'enjeu, c'était qu'on en ait le moins dedans. Hein, toujours cette box Pilate, on va dire. Et donc, ce qu'on a fait, c'est que ce que vous voyez pas, c'est qu'il a des claviers, à part le Rhodes, il a un clavier témoin. Mais ce clavier témoin, en fait, il est relié à des claviers originaux, tous les modèles, qui sont dans le backstage, à côté de la personne qui gère les retours. Et en fait, tous les sons qui jouent, c'est même pas les sons enregistrés des originaux, c'est les vrais keyboards. Si vous voulez, c'est comme si vous aviez un studio derrière sur lequel ils sont branchés. Donc, c'est les vrais sons qui sortent. Mais tout ça... Toujours dans la même idée, on le voit pas. On le voit pas. Ce qui est un peu con parce que si les gens le savaient, ça les rendrait un peu dingues. Donc ils croient qu'ils jouent avec des sons enregistrés, mais en fait c'est pas le cas, c'est les vrais sons. C'est-à-dire on a juste extériorisé tout le backline, tout le parc de backline. Oui. Ouais. Oui, madame. Tous les vieux claviers sont là. Comme des racks, les pilotes comme ça, à distance en fait. Ouais. Pour Oui, et des claviers qui sont vintage. Ouais. Voilà. Donc maintenance. Donc technicien. À soigner. Moi, j'ai une question. Alors déjà, j'ai vu Justice. Est-ce qu'ils étaient à Wheel of Green? Oui. C'était fabuleux, vraiment. Les Toblerones, c'était incroyable. J'ai une question à l'inverse. Est-ce que c'est pensable aujourd'hui, imaginez 2026-2027, où vous revenez à une version extrêmement simplifiée? Pas de scénographie, pas de boîte. Est-ce que c'est possible de penser une tournée comme ça? C'est purement artistique, ça c'est les artistes. Oui, c'est... Dans le cas de Xavier Gaspard pour Justice, tel qu'on les connaît, eux sont assez timides et tout ça, et veulent s'envelopper d'un super show. Et sinon, ils auront du mal à aller sur scène parce qu'ils disent toujours, mais les gens n'ont rien à voir. Si on voulait vraiment faire beaucoup d'argent, c'est une très bonne idée. Ça, c'est vrai. Mais je ne sais pas pourquoi, chez Corrida, on se retrouve toujours à se le mettre dedans. Voilà. Ouais, c'est quand même rare qu'on fait un truc moins cher que prévu. Alors, prévu, déjà, c'est un grand mot. Mais faut conserver mon job, ouais. Ouais, voilà. Ça va quand même plutôt dans l'autre sens. On est plutôt orienté dans la dépense. On travaille pour l'art, pas pour l'argent. Voilà. Vous savez pourquoi il est là. Et à l'inverse, pour R, de passer sur une version upgradée en scéno. Upgradée, vous voulez dire plus consistante? Le seul intérêt, encore une fois, c'est la musique qui parle, on va dire, et le projet, ce qu'ils défendent visuellement. Avoir R avec, pour le coup, genre la scéno de Justice, on fait une blague, là, on va aller au bout du truc, quoi. Hein. En vrai, ça leur va pas. C'est pas du tout dans dans le profil, dans l'image de leur musique, qui est plutôt dans une sorte de minimalisme, c'est pas d'ascétisme, mais un petit peu. Et puis eux, ils ont un autre sujet à la différence de Justice, c'est qu'ils jouent quand même de la musique avec des instruments. Donc c'est pas la même dynamique sur scène que Justice. Donc, mais ça pourrait. Si ça faisait sens artistiquement, évidemment. On irait, quoi. On irait. On a fait par exemple un show Hollywood Bowl où ils jouaient avec le Philharmonique il y a pas longtemps, il y a un mois et demi, avec le Philharmonique de LA. Et du coup, on a fait une scéno. Voilà, vous le voyez là. On a relevé la box parce que l'orchestre jouait en dessous et donc elle était un peu en l'air et tout. Donc on adapte
à chaque date en fonction du lieu, le setup qu'on a. Donc là, vous voyez, elle est en hauteur au-dessus de 2 mètres et vous voyez l'orchestre en dessous. Parce que là, ça montait, il y avait quand même 17 000 personnes et c'est en outdoor en plus. Donc voilà, on s'ajuste. Comme chez le chaussurier. Chaussurier ? Pas comment on dit. Merci beaucoup. J'avais une question, même si les deux groupes arrivent chacun respectivement au terme de leur tournée. Est-ce qu'avec l'état actuel politiquement, notamment aux États-Unis, pour des groupes qui s'exportent beaucoup là-bas, ça pose des questions sur l'exportation de ces shows, notamment en Amérique du Nord? Je comprends pas. Au niveau de quoi? De l'éthique? Financièrement? Financièrement, même avec la politique où c'est de plus en plus compliqué de venir se produire là-bas, que ce soit en coût, il y a une taxation qui augmente. Sur tous ces sujets-là, est-ce que c'est des choses qui vous touchent et sur lesquelles vous vous questionnez sur l'avenir de l'exportation? C'était pas terrible avant déjà. Non, on n'a pas subi effectivement les soubresauts de cette nouvelle administration américaine. En revanche, la fiscalité est assez violente aux États-Unis. Et le dollar est bas. Oui, également. Ouais. C'est-à-dire que en un an, le dollar a perdu 10%. Donc, sur les taux de change, on a fait des deals et on a moins 10% de revenus, par exemple. Voilà. Mais la fiscalité est compliquée aux États-Unis, d'autant plus que il y a souvent une double taxation, c'est-à-dire on est taxé aux États-Unis, mais les revenus qui sont qui reviennent sur la France sont également taxés. Donc on bénéficie. Enfin non, au contraire, on est un peu victime de cette double taxation. Alors il y a d'autres pays qui sont compliqués aussi fiscalement. De toute manière, quand vous exportez un artiste, vous avez autant de fiscalité que de pays visités. Donc ça rend l'exercice extrêmement compliqué. Et on fait tout nous-mêmes parce que les fiscalistes spécialisés dans l'exportation de spectacles, en France, on n'en trouve pas. On trouve un spécialiste sur la fiscalité franco-américaine, mais on visite le Mexique, il faudra trouver un fiscaliste spécialisé sur le Mexique ou sur l'Amérique du Sud. Donc on le fait en interne. Ça nous prend beaucoup de temps, je dirais dans le back-office. Si on ne fait pas de dossier spécifique, la fiscalité américaine, c'est 30% de taxes sur ce que vous gagnez là-bas. Ah. Donc c'est un tiers du cachet que vous négociez avec l'artiste, c'est énorme. En fait, aux États-Unis, vous avez la taxation qui est très forte. Vous avez les coûts qui ont explosé depuis le Covid aux US, avec une inflation constante. Donc vous avez et le dollar qui est tombé depuis que Trump est au pouvoir. Donc en fait, c'est un peu le triple mauvais point, qui est la conjoncture qui fait que voilà. Donc il vous arrive de recevoir des offres très conséquentes où vous avez vos yeux qui brillent un peu, mais après si vous le recoupez avec ce que ça va vous coûter, c'est moins fou quoi. Mais bon voilà. C'est vrai que les coûts de location, son, lumière et tout ça sont entre x5 et x10 selon les endroits de ce qu'on paye nous en France. Donc ça peut être astronomique. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure des réseaux qu'on développe là-bas et de bosser en réseau avec une histoire et tout ça. Nous, on bosse avec les mêmes gens en Amérique du Nord depuis fort longtemps maintenant. Et on arrive quand même à s'entendre, mais c'est vrai qu'on a exporté beaucoup sur Air. On a pratiquement tout emmené en container bateau et on a préféré faire des locs européennes longue durée plutôt que morceler ça avec des coûts qu'on maîtrise pas trop parce que même tu reviens 6 mois plus tard, les prix ont changé. C'est ce qui s'est passé là avec le dollar où ils ont joué au moment juste avant que Trump soit élu et après qu'il soit élu et du coup ça a pris 10%. C'est vraiment trop conséquent. J'ai envie de dire les US par rapport par exemple à la France ou à l'Europe proche, je pense qu'on n'est pas loin du double en coût. Si vous jonglez entre le coût, la fiscalité, la logistique, les day off, parce qu'il faut savoir qu'aussi que des fois il faut voyager, ça prend du temps, donc il y a des jours off, ça coûte beaucoup d'argent. Bon voilà. On a plein d'autres choses à dire, mais on est contraint par... On pourrait le faire sur le côté de la salle. Si vous avez d'autres questions, bien sûr.